Salut les gens! Aujourd'hui on parle d'un costume magnifique, de japonais et d'un film que tout le monde adore mais que personne n'a jamais vu. Et aujourd'hui on s'attaque au roi des monstres, Godzilla. Eh oui, il fallait bien que j'en parle un jour. Mais avant tout, je dois vous faire une confession. Depuis le premier épisode, je me drogue à l'hélium. Cependant, en ces temps de crise, ce gaz sympathique se fait rare. Et c'est une descente douloureuse que j'opère. T'arrêtes tes conneries? Oui, bon, vous avez été nombreux à me dire que la voix modifiée n'était pas nécessaire. C'est donc à nu que je vous inonderai dorénavant de mes belles paroles. Et moi? Non, toi tu restes comme ça, t'es drôle. C'est donc parti pour Godzilla. Je tiens simplement à avertir ceux qui s'attendraient à ce que je parle du truc américain qui est sorti en 98, que non, vous pouvez tourner les talons et partir. Ou alors rester et apprendre certaines choses sur la bête, la vraie. Le film est sorti en 1954, environ 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas vous refaire mon sketch, j'en ai largement assez parlé dans le premier épisode sur Mothra. Nouveaux amis, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous pourrez cliquer sur ce lien pour rattraper votre retard. Maintenant, on va surtout parler de comment ces japonais en sont venus à créer cette bête historique. À l'origine, un homme nommé Tomoyuki Tanaka, producteur de la Toho, la boîte de prod mythique à l'origine de la plus grande majorité des Kaiju Eiga. Alors en voyage et un peu aigri par l'annulation d'un projet de film intitulé In the Shadow of Glory, Tanaka songe à un nouveau projet susceptible de remplacer celui-ci. À cette époque, l'incident du Daigo Fukuri Omaru fait rage dans la presse. Pour vous faire le topo, un bateau de pêche japonais avait été témoin de l'essai nucléaire Castle Bravo dans l'atoll de Bikini. Revenant au Japon, chargé de poissons, l'équipage manifestait les mêmes symptômes que les survivants de Hiroshima et Nagasaki. Malaise, nausées, perte de cheveux, mais ignorant la gravité de la situation, c'est toute leur cargaison radioactive qui fut vendue sur les marchés. Plusieurs centaines de bateaux revenaient à leur tour chargés de poissons irradiés, et l'une des plus importantes crises sanitaires du pays survenue au point que la majorité de la population et l'empereur lui-même arrêtent de consommer du poisson. Tanaka a donc ceci en tête et pense au succès américain sorti l'année précédente, Le monstre des temps perdus, dont on parlera dans un prochain épisode. Ainsi fut imaginé Godzilla. Ishiro Honda est placé à la réalisation et changera énormément la bête originale. Tanaka avait imaginé un monstre marin à l'époque, mais Honda en fera rapidement le dinosaure radioactif, roi des monstres que tout le monde connaît. Voyons donc pourquoi vous voulez pas le voir. Simplement parce que ce film est très vieux. C'est en noir et blanc, c'est un mec déguisé en monstre, les effets spéciaux sont pourris et en plus c'est en 4 tiers. Mais c'est pas si mal. Cependant, avant de commencer... Spoiler alert. Non, pas tout de suite. Quoi? Comment ça? J'ai des trucs à dire avant. Il existe deux versions de Godzilla. En effet, les Américains furent tout de suite très intéressés par le succès phénoménal du film japonais. Cependant, ils étaient pas cons et savaient très bien que la version originale allait poser problème au niveau de la critique anti-américaine. Ainsi, lorsque les droits de distribution furent payés, le film a tout de suite été charcuté par la suppression de pas mal de séquences ainsi que par l'ajout d'un personnage américain interagissant de façon très moche avec les personnages originaux. Lors de cet épisode, nous ne parlerons que de la version japonaise, originale, la vraie. Tu peux y aller. Spoiler alert. Des militaires japonais sont embarqués en mer. Témoins de ce qui pourrait être une bombe nucléaire, ces derniers voient leur bateau être complètement détruit et presque tous meurent. L'un d'eux, rescapé, échoue sur une plage et fait la une des journaux. Son nom, Ogata. Un groupe de militaires et de scientifiques se rendent sur une île touchée par une catastrophe naturelle bien mystérieuse. Les habitations en ruine s'avèrent être radioactives, et Yamane, second personnage principal, scientifique et père d'Ogata, est à son tour témoin de l'apparition du monstre géant. Godzilla est découvert. Ancien dinosaure jusque-là en sommeil et réveillé par les essais nucléaires, celui-ci a subi d'importantes mutations et ne demande maintenant qu'à se venger. Les militaires veulent garder le secret le temps qu'une solution soit trouvée. Alors que tout le monde cherche un moyen de détruire cette bête, Yamane manifeste son indignation face à ce manque de considération envers un animal aussi rare. Mais voilà, fallait bien que ça arrive un jour. Godzilla attaque Tokyo et tout le monde doit évacuer. L'armée se trouve impuissante face à une telle force destructrice et devra faire appel à un certain Serizawa, scientifique un peu fou ayant développé en secret une arme ultra destructrice. Ah, c'est rigolo, Serizawa, c'est aussi le nom du japonais dans Godzilla 2014. T'avais remarqué? Non, mais c'est vrai que c'est drôle. L'arme fonctionne, tue Godzilla, mais aussi son créateur. Le Japon est sauvé, mais point de happy end, étant donné que pour une fois, les personnages pleurent les innombrables pertes qu'ils ont subies. Bon, je vous ai fait la version abrégée du résumé de la version abrégée de l'histoire du film, mais ça ira comme ça, trop de spoilers, tue le spoiler. Le spoil est fini. Bon, on va commencer avec ça.
ce cri justement magnifique qui annonce le début du film. Celui-ci fut inventé par Akira Ifukube, compositeur du film, en frottant un gant de cuir enduit de résine sur une corde de contrebasse. Non, j'ai pas du tout lu ce qui était marqué sur Wikipédia. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est ça. Et pour moi, c'est une raison suffisante pour regarder ce film. Après, dites-vous bien que ce film, c'est sûrement le plus réaliste de tout ce que vous pourrez voir dans le genre du Kaiju-eiga. Et ce, même malgré son âge. En effet, c'est la première fois que le Japon est confronté à une bête géante. La surprise est totale et les protagonistes mettent pas mal de temps à définir ce qu'il se passe. Dans les suites de Godzilla, ainsi que dans les autres Kaiju-eiga, le spectateur saura à peu près ce qui va se passer. Et va même se familiariser avec certains monstres récurrents comme Mothra ou Rodan, au point que l'on n'ira plus voir une production de la sorte pour son histoire ou ses acteurs, mais exclusivement pour voir les monstres qu'on aime se fighter. Ici, Godzilla met beaucoup de temps à être dévoilé. La raison à cela, le principe de frustration du spectateur. Au cinéma, comme dans n'importe quel autre média, pour créer du plaisir, il existe une règle fondamentale. Ne pas tout montrer dès le début. Et même faire attendre toujours un peu plus le spectateur pour lui montrer ce pourquoi il a payé sa place. Ce principe est utilisé partout. Dans Jurassic Park, le premier dinosaure véritablement visible en image de synthèse, après le Triceratops qui était une marionnette, c'est le T-Rex, au bout de 1 heure de film. Dans James Bond, le dernier, Skyfall, il faudra attendre 1h10 pour voir enfin Javier Bardem incarner son méchant diabolique. Ici c'est pareil. Si on ne compte pas les brefs moments où on voit une petite partie de Godzilla, c'est à la 45e minute qu'on peut enfin le voir se déchaîner dans Tokyo. Et non, ce n'est pas du temps perdu, c'est ce temps passé à attendre qui crée le plaisir. Ensuite, le cinéma japonais et asiatique en général fonctionne énormément sur la symbologie et les représentations métaphoriques. Aussi, les allusions au nucléaire sont partout. Godzilla est radioactif, il possède un souffle radioactif, il se manifeste au début du film par un flash lumineux comme une bombe. Le personnage principal, Ogata, est un vétéran de guerre. L'arme conçue pour détruire Godzilla est décrite de la même manière qu'une bombe nucléaire. Le bruitage des pas de Godzilla mêlé aux sirènes de la ville fait directement allusion aux multiples bombardements qu'a subi le Japon. Ce film est véritablement une pièce historique du cinéma d'après-guerre japonais. On pourrait le comparer au néoréalisme, mouvement cinématographique italien très court qui a duré à peine plus de 10 ans, dont les codes extrêmement documentaires voulaient témoigner d'une Italie en ruine, complètement miséreuse. Cependant, alors que ce dernier courant ne montrait principalement que des victimes assez pathétiques et ne levant pas le petit doigt pour faire bouger les choses, ici c'est un Japon combatif qui est montré, cherchant à se débarrasser de cette menace dont les destructions sont cathartiques. La catharsis, c'est la purification par la représentation. En d'autres mots, c'est donner à voir quelque chose qu'on meurt d'envie de faire pour ne plus avoir envie de le faire. Vous pouvez ressentir ce sentiment dans les films de vengeance comme Inglourious Basterds par exemple. Vous savez, dans ces moments quand vous vous dites « ça fait du bien ». Ben voilà. C'est cathartique. Godzilla accueille aussi Takashi Shimura, l'acteur incarnant le scientifique Yamane. Les amateurs d'Akira Kurosawa le reconnaîtront sûrement puisque ce fut l'un de ses grands amis. Apparaissant pratiquement dans tous ses films, il incarne Kanji Watanabe dans Vivre, produit 2 ans avant Godzilla. Il fera par la suite des apparitions dans Les 7 Samouraïs ou Sanjuro. Et voilà, en ce qui me concerne, bon, j'espère vous avoir donné l'envie de voir ce film. Regardez-le, il est pas si mal. Et la version japonaise, hein. Si Godzilla vous inspire toujours plus, je vous conseille ce livre, une métaphore du Japon d'après-guerre, bourré d'anecdotes et d'infos sympas. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Tous ces petits clics m'aident énormément. Ah oui, et puis j'ai une page Facebook maintenant. En attendant la semaine prochaine, portez-vous bien!